rebonjour pour ceux qui nous rejoignent et qui étaient déjà là tout à l'heure. Bienvenue aux autres. Nous sommes toujours dans l'événement Archilive. J'en profite, tiens, vu que c'est le début de notre discussion, pour vous rappeler que vous avez toujours, vous aussi, la parole, puisque vous pouvez intervenir, poser des questions directement à nos intervenants à travers l'application Archilive. Intervenants que je vous présente dès à présent. Nous allons parler dans cette deuxième table ronde de la façade. Usage, matière et lumière, quels enjeux pour la façade en architecture? Nous avons avec nous deux architectes et un fabricant de matériaux qui vont pouvoir discuter de ces questions. La façade qui, bien évidemment, représente un bâtiment, mais au-delà de ça, la façade qui sert le bâtiment, et la question de l'usage nous a semblé assez importante, et je le dis avec un petit sourire en coin, parce que ce sont nos intervenants qui nous ont fait remarquer lors des premières discussions qu'on a eues avec eux qu'on avait peut-être tendance à parler de la façade, et c'est pas anodin, comme voilà, encore une fois, cette partie représentative du bâtiment, mais qui a cet enjeu d'usage qui est absolument indispensable, dont on va pouvoir discuter bien évidemment avec vous, notamment Manuel Gautran, de l'agence Manuel Gautran Architecture. Je ne sais pas trop. Pour vous présenter, j'étais en train de réfléchir aux différents bâtiments. Alors j'en cite trois tout à fait au hasard. On peut parler, pour rester sur le sol français, de la Cité des Affaires de Saint-Étienne, par exemple, du musée de Villeneuve-d'Ascq, du showroom Citroën à Paris, de la Gaîté Lyrique aussi, tiens, à Paris. Voilà, quelques bâtiments un peu partout en France qu'on vous connaît. À côté de vous, Miguel Cornero. Bonjour à vous, de l'agence Avenier Cornero. Alors vous, c'est plutôt les Parisiens qui vous connaissent. Vous avez beaucoup de logements à Paris et en Île-de-France, mais pour les amateurs d'architecture, évidemment, on retrouve souvent vos projets dans tous les magazines, dans toute la presse d'architecture, et on les reconnaît, notamment vos bâtiments, souvent des logements, pour leur travail en façade, et c'est aussi de ça dont vous allez pouvoir nous parler tout à l'heure. On va présenter quelques-uns de ces bâtiments et on pourra en discuter. Et puis Jean-Michel Jezierski est avec nous. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur national de la prescription chez Terreal. Terreal, un fabricant de matériaux de façade en terre cuite en l'occurrence. Peut-être juste un mot pour voilà, présenter Terreal Je ne sais pas si ça marche. Et on vous entend Terreal très est un bien. spécialiste de l'enveloppe du bâtiment déjà, effectivement très orienté terre cuite, mais pas que terre cuite, puisqu'aujourd'hui on fait aussi des panneaux solaires. Mais on a différentes activités, notamment la couverture, qui est le gros de l'activité de Terreal, la partie structure, maçonnerie, et bien évidemment l'activité façade, dans laquelle on est aujourd'hui. Et à l'intérieur de l'activité façade, on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure, on a différentes familles ou groupes de produits. Voilà. Effectivement, on montrera également quelques exemples de bâtiments. Je vous ai proposé à tous les trois de venir, non pas les mains vides, mais avec trois images, ou plutôt trois bâtiments dans vos poches, qu'on va pouvoir commenter. Ça sera une manière voilà, d'introduire un peu nos discussions et voilà, qu'on voit un petit peu chacun de votre côté vos créations pour qu'on puisse ensuite mener la discussion. On va commencer avec vous, Miguel Cornero. Et ce premier bâtiment de la rue de Charenton à Paris, c'est le bâtiment à gauche, si je ne dis pas de bêtises. Et à droite, on a un bâtiment de la ZAC des Grands Moulins à Pantin. Donc je ne disais pas de bêtises tout à l'heure en disant qu'on est quand même assez centré sur l'Île-de-France hein, dans vos projets. Ces deux projets utilisent un matériau qui vous est assez cher, qu'on retrouve dans pas mal de vos bâtiments, la brique en façade. Alors, une précision, ça peut paraître assez évident, mais pour ceux qui connaissent l'architecture, mais ça semble quand même intéressant de le repréciser. La brique, aujourd'hui, quand on l'utilise, on est vraiment sur un matériau de façade, on n'est pas sur le matériau constructif et structurel qu'on pouvait avoir avant. Je ne dis pas de bêtises là-dessus. Non, tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, la brique, en fait, elle devient un matériau de parement qui est mis en œuvre dans un complexe où on a une façade porteuse en béton, une isolation extérieure ou intérieure, et ensuite la brique. Voilà, on est dans cette idée-là. Et dans ces deux projets, en l'occurrence, on retrouve vraiment ce qui fait un peu votre marque de fabrique, et c'est ce qui nous avait donné très envie de vous solliciter aujourd'hui pour cette table ronde. Un travail assez fin de motifs, la brique qui parfois se met
tel presque on pourrait parler de claustra un petit peu avec la... Modénature, on appelle ça. Voilà. Oui. Alors voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot et puis avant qu'on passe au deuxième projet Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation, pour faire partie de cette table ronde. Je voulais aborder ce sujet de la façade avec deux projets récemment livrés par l'agence. Donc, on a notamment la rue Charenton à gauche, qui en fait s'inscrit dans un langage de rue très marqué par la brique. Vous voyez le bâtiment d'à côté, on est à côté de la mairie du 12e, on a une école élémentaire en face, donc on reprend un vocabulaire qui est très marqué par la brique, et c'est dans cette écriture-là qu'on a un bâtiment avec une trame, une modénature, un motif avec de la brique émaillée bleue, et en fait c'est cette matière-là qui nous cherchons à travailler, et avec une mise en œuvre très particulière. En fait, on a une brique moulée main avec posée à joint vif. Voilà. Et des mêmes côtés, on a, à côté droite, on a aussi le même langage qui est repris ici dans la ZAC des Grands Moulins à Pantin, avec l'idée de reprendre un peu la mémoire industrielle du lieu. Et ici, on les a mis côte à côte parce qu'avec la même matière, on a aussi le mot houssage. Enfin, on a du coup une épaisseur, une façade qui a une épaisseur et qui accueille des balcons, des terrasses, et donc qui devient habitable. Voilà. Deux autres projets pour continuer la présentation d'un autre matériau que vous avez beaucoup tendance à utiliser chez Avenier Cornero. D'ailleurs, parfois, la brique lui est associée. C'est une façade, une enveloppe métallique perforée avec, là encore, un dessin assez fin sur la façade. Alors pareil, une petite présentation. Donc, on a à gauche des logements rue des Ormeaux à Paris. À gauche, c'est la ZAC Clichy-Batignolles, et à droite, on a une crèche. Voilà, une crèche des orthos dans le 20e. Et alors voilà, donc ces deux projets, là encore, ce matériau de façade, c'est autre chose que la brique. Déjà, on n'a pas le même passif, c'est pas le même vocabulaire. Encore une fois, vous parliez tout à l'heure de la brique comme rappelant soit les bâtiments de ce coin de 12e arrondissement déjà en brique, soit le passé industriel de Pantin. Ici, cette enveloppe métallique, qu'est-ce qui la justifie ? Alors, en fait, on est plutôt dans une architecture d'enveloppe, en fait, qui est là pour protéger une intimité, l'intimité d'un équipement, la crèche, dans cette situation-là. On a aussi une enveloppe qui filtre non seulement la lumière, mais aussi les regards. On est dans une écriture un peu une architecture textile, en fait, qui crée une enveloppe qui devient abstrait pour accueillir un équipement, mais aussi qui protège dans de la ZAC Clichy-Batignolles, un bâtiment, une tour des 50 mètres, en fait les logements du vent et de la vue de la ville, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait on a développé un peu cette façade qui accueille un dessin, en fait, qui représente soit la végétation à gauche, soit les rondeurs de la petite enfance. Voilà. Et puis cette façade, cette enveloppe qui aussi a cette faculté, étant assez légère, de pouvoir être placée soit de façon fixe, en parement encore une fois d'un mur extérieur, soit de façon coulissante. Donc c'est un volet, et donc on retrouve une certaine préservation de l'intimité, puisque comme on le voit notamment avec l'image de droite, le bâtiment bleu, on devine que à travers les dessins, les percements qui sont faits dans cette enveloppe, on peut voir l'extérieur si on veut, sans être vu pour autant. Oui, tout à fait. L'idée, c'est ça. C'est vraiment créer une enveloppe qui protège vraiment le regard la crèche des habitants, de la rue. Et voilà, c'est assez subtil, mais qui a un travail des dentelles, en fait, en même temps, avec cet aluminium perforé. Voilà. Et puis voilà, un troisième, vos projets ont l'air de marcher par deux, décidément. Donc là, cette fois, une troisième matériau que vous utilisez, qui, pour le coup, que j'avais un peu moins en tête comme une référence dans l'ensemble de vos projets. En tout cas, le béton s'utilise aussi en façade. Voilà, peut-être je vous laisse là encore à nouveau le commenter. Alors là c'est aussi des logements, c'est la rue Saint-Maur. Donc là, c'est la reprise d'un langage faubourien
avec un matériau très minéral. On est dans un prisme minéral qui est sculpté en fait avec une échelle d'ouverture qui reprend la taille des fenêtres de la rue. Et côté cour, en fait, c'est le même bâtiment. On sculpte, enfin, on creuse le volume pour trouver des loggias, des ouvertures plus grandes parce que l'exposition du bâtiment le permet en fait. Voilà. On va pouvoir revenir un petit peu sur chacun des enjeux qui commencent un peu à poindre là, à travers l'étude déjà de ces 3 séries d'images. Je rappelle, parce que je ne l'ai pas assez fait tout à l'heure et qu'on s'est retrouvé avec des questions au dernier moment, mais je rappelle que vous-même qui êtes en train de nous regarder actuellement sur l'application ArchiLive, vous êtes invité aussi à participer à la discussion et vous pouvez nous laisser vos messages, vos questions, vos commentaires sur tout ce qui est évoqué entre nous et je me charge à chaque fois de le transmettre à nos invités. On continue avec vous, Emmanuel Gautran. Là encore, 3 images pour présenter 3 projets. Ça commence par celui-ci. On est à Paris. C'est un bâtiment de logement qui vient tout juste d'être livré, qu'on appelle Edison Light. Et j'imagine déjà qu'il va y avoir pas mal de choses à dire effectivement sur le travail de façade. La façade qui a été... qui, de façon générale, dans vos projets, n'est évidemment jamais traité au hasard. J'espère que c'est le cas de tous les architectes. Mais on reconnaît chez vous particulièrement un travail spécifique en façade. Et c'est bien le cas ici avec ce projet Edison Light. Alors ce projet, oui, on vient juste de le terminer. Je ne sais pas si le micro marche. On entend très bien. Ouais. C'est un projet dans le cadre de Réinventer Paris 1, donc qu'on vient enfin de terminer. Et s'agissant de la façade, ça me permet tout de suite d'illustrer effectivement un enjeu qui est quasiment le principal pour nous, c'est celui de l'usage. Donc la façade doit quand même exprimer l'usage, elle doit même accompagner l'usage intérieur, mais parfois même ajouter un usage supplémentaire, complémentaire. Ici, la façade n'est faite que de jardinières et de baies vitrées. Donc on a 280 jardinières qui font le tour du bâtiment de haut en bas et d'est en ouest. Tout autant de baies vitrées, c'est une fenêtre, une jardinière. Donc chaque fenêtre a accès à son jardin, à son bout de jardin suspendu. Le tout entre une structure bois qui se profile sous la forme de meneaux verticaux. En fait, l'usage, c'est quoi? C'est un projet où on n'avait pas la place de mettre des balcons. Donc l'idée, ça a été de faire ces petits micro-jardins suspendus. Quand on fait le calcul, chaque logement a en moyenne 14 jardinières, donc c'est énorme. Et sachant qu'elles ont une taille assez imposante, tout autant une surface qu'une profondeur, la moyenne, elle est importante. Ça veut dire que chaque logement possède 10 mètres carrés de terre. Voilà. C'est pas anodin, 10 mètres carrés de terre dans un appartement de logement, effectivement. Voilà, ouais. 14 jardinières plus le potager. Alors, si on raisonne que jardinière, oui, le chiffre, il faut que je le pondère. En enlevant le potager, chaque appartement, donc les 14 jardinières, ça représente 4 mètres carrés de terre. Mais ce n'est pas anodin. C'est l'idée de dire que chaque appartement a son petit lopin de terre. Voilà. Après, il y a d'autres enjeux qu'on va survoler. Il y a celui de l'intimité. On est dans un quartier qui est dense. Et quelque part, la question se pose toujours dans ces sujets de densification d'un quartier qui l'est déjà. Comment on fait pour densifier en restant acceptable et aimable pour les riverains? Et donc là... l'idée, c'est de créer un projet très végétal. Les plantes ont été plantées quasiment 1 an avant la livraison. Donc, les habitants sont arrivés dans un paysage qui était déjà là. Ça permet de se rendre compte que ça marche. Hein. Parfois, on a des bâtiments très beaux en images de synthèse qui, finalement, les plantes ne prennent pas et on se retrouve avec un démarrage compliqué. Là, vous avez anticipé la chose et c'est tout à votre honneur. Donc là, c'est presque trop. Mais les gens ne veulent pas couper. C'est l'avantage de planter largement avant qu'ils arrivent. Ils n'osent pas couper. Ils respectent ce paysage qui est déjà là et en fait, ils se l'approprient. Ils se sentent quasiment en position secondaire par rapport à la nature et c'est très bien. Voilà. Un deuxième projet qu'on vous connaît depuis un peu plus longtemps, celui-là, c'est le Forum à Saint-Louis. Le projet en lui-même, c'est un centre culturel, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et sportif.
Et sportif, pardon. Et du coup, vous avez enveloppé, là encore, tout le bâtiment par une résie. Ça nous rappelle un petit peu, d'ailleurs, parmi les projets qu'on voyait juste avant de Avenier Cornero, ce travail d'enveloppe. Là encore, quels enjeux, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui amène à l'utilisation de ce matériau de façade ? Alors, pour varier un peu le débat et essayer de situer tous les enjeux que représente une façade, on va dire que là, un des premiers, ça a été de travailler sur la mémoire d'un site. On est à Saint-Louis, c'est une cité dortoir qui est au nord de Bâle, qui a un passé industriel. Et en fait, qu'il a gardé, mais qu'il a beaucoup émietté. Donc, c'est devenu un quartier très hétéroclite, où la mémoire industrielle a plutôt eu tendance à s'effacer, au profit d'une architecture années 60, de logements. Et en fait, on a voulu à l'agence retrouver quelque part ce qui fabriquait cette mémoire industrielle. Donc travailler sur un matériau industriel, donc cette résine métallique. Travailler aussi sur une palette de couleurs dont était vraiment fait le quartier avant nombre de démolitions après-guerre. Donc un quartier vraiment qui était rempli de grandes cheminées en briques rouges, d'entrepôts aussi en briques rouges, de petites maisons ouvrières avec des tuiles mécaniques rouges. Donc un passé qui finalement été très homogène et qui a perdu toute cette palette chromatique. Donc on a voulu travailler un projet qui retravaille... qui redonne finalement vie à cette mémoire. Au passage, d'ailleurs, à tel point qu'un des derniers bâtiments industriels qui est à côté du projet devait être démoli, il ne l'est pas. Voilà, donc c'est comme si on avait ravivé et fait renaître cette mémoire. Et puis finalement, tout le monde a pris conscience qu'il y avait une écriture dans ce quartier qu'il fallait retrouver. Et l'objectif de la ville maintenant, c'est de garder ce bâtiment industriel à côté, de lui redonner un nouveau programme. Bon, au-delà de cette couleur, c'était aussi l'idée de venir habiller un bâtiment très technique, culturel, sportif, festif, civique. Donc une palette de programmes tous différents les uns des autres. On a voulu uniformiser par un projet qui donne une écriture de balise urbaine. Voilà, dans un quartier pareil qui avait perdu sa fierté, dans une ville au-delà de ça qui est assez peu connue pour ses qualités architecturales. Donc on a voulu ici créer une balise urbaine. Parce qu'effectivement, l'enveloppe d'une façade, c'est aussi créer une nouvelle mémoire collective et créer un symbole dans une ville qui peut-être en manquait. Et alors, un troisième bâtiment, là, on est à Lyon et on ne parle que d'un projet pour l'instant. C'est une image de synthèse, si je ne dis pas de bêtises. Oui. On a de plus en plus de mal désormais à faire la différence. Ouais. On était sur un bâtiment de bureaux et vous avez travaillé à le réhabiliter, c'est ça ? Absolument. En fait, c'est une consultation qu'on a gagnée récemment qui pose une question. La consultation posait une question intéressante et de plus en plus à l'agence, on travaille sur des projets de ce type. C'est souvent des bâtiments du XXe siècle. Donc, en l'occurrence, ici, une architecture un peu brutaliste, années 80, un bâtiment très austère. C'est le siège social du Crédit Mutuel Rhône-Alpes, quand même. Donc, c'est une banque bien traduite par cette austérité architecturale des années 80. Et en fait, l'objectif de la consultation, c'était de donner une nouvelle jeunesse à ce bâtiment, d'essayer de faire bouger son image aussi, parce qu'il ne reflète pas et plus les objectifs de cette banque mutualiste aujourd'hui. Donc faire en sorte que ce soit en profondeur, que l'image du bâtiment soit transformée pour être en phase avec leurs nouveaux enjeux de banque. Et donc, ça veut dire qu'on vous présente un bâtiment et on vous demande d'en changer, on vous demande explicitement d'en changer l'image. On va pouvoir en parler de ça d'ailleurs, parce que c'est une question parfois qu'on n'ose presque plus évoquer en architecture, l'image d'un bâtiment, mais on va y revenir tout à l'heure. En tout cas, on vous demande de retravailler ce bâtiment pour en changer l'image. Et du coup, vous grattez peut-être 1 mètre ou 2 de façade pour reprendre un petit peu la forme du bâtiment, donner une nouvelle forme au bâtiment. C'est vrai que la question est dérangeante. Disons telle qu'elle est posée parfois maladroitement par un maître d'ouvrage, c'est transformer la façade, envelopper-la, faites quelque chose. Évidemment, on n'a pas du tout voulu faire ça. On avait déjà d'ailleurs répondu à côté pour le projet de Metz, pour les Galeries Lafayette. Donc on a laissé la façade telle qu'elle, avec des beaux bétons, mais mots dénaturés années 80. Et on a juste rajouté ces balcons.
En fait, ces balcons, c'est quoi? C'est justement ajouter un usage plutôt qu'emballer la façade. Et pourquoi on rajoute ces balcons? Parce que c'est un bâtiment de bureau, c'est un siège social. La plupart des balcons sont cloisonnés, des bureaux sont cloisonnés. Et les salariés, les usagers dans ce bâtiment n'ont pas tellement d'espace de convivialité. Et l'idée, c'était de leur offrir non seulement un espace extérieur, un espace qui soit programmé, dans lequel ils puissent faire des petites réunions informelles, fumer une cigarette, même si ça se fait plus trop, faire une pause masque. À l'air libre, voilà, un petit lieu de pique-nique, de rencontres informelles. Et finalement, au début, le projet a fait un petit peu peur parce que voilà, on est quand même dans l'univers de la banque et les banquiers se posaient la question, est-ce que les salariés ne vont pas être perturbés et vont moins bien travailler? Et je pense qu'au contraire, et c'est ça dont on doit les convaincre aujourd'hui, c'est qu'au contraire, ça va améliorer les conditions de travail, ça leur donne un lieu en plus, un espace en plus. Et en même temps, bien sûr, comme on est plein sud, ça constitue des brises-soleil pour mettre beaucoup plus la façade dans l'ombre. Bien sûr. Et du coup, ce bâtiment qui sera livré, dont on attend, est-ce qu'on commence à avoir des dates déjà? Oui, d'ici 2 ans, parce qu'il y a quand même une restructuration un peu lourde. Mais d'ici 2 ans, on espère l'avoir livré. On commence les études là. Très bien, et donc voilà, on pourra en reparler à nouveau et voir effectivement à l'usage comment tout ceci est approprié par les occupants. On va maintenant passer à Jean-Michel Jezierski. Je rappelle, vous êtes directeur national de la prescription chez Terreal. Et alors, vous nous avez fait vous également une sélection de 3 bâtiments. Et on commence par ce bâtiment, c'est un restaurant et une résidence sociale également à Paris. Et on a pas mal à dire, je crois, de ce revêtement de façade assez étonnant. Alors, ce projet a été réalisé à Choré, à côté de Tours, et non pas en région parisienne. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Ouais. Juste ce que je dois dire aujourd'hui, une façade ou les façades doivent être esthétiques et architecturales. On a retenu 3 projets. Sur les 3 projets qu'on a retenus, on a surtout voulu mettre en avant effectivement le savoir-faire de Terreal, mais surtout la collaboration qu'on a pu émettre et qu'on a pu avoir avec les cabinets d'architecture. J'entendais tout à l'heure parler d'épaisseur, d'usage. Nous, on n'est pas dans cette dynamique. Notre rôle en tant qu'industriel et en tant que Terreal, c'est d'accompagner les projets et la signature d'architecte. On doit s'adapter, regardez. Là, en l'occurrence, ce projet, c'est du brise-soleil. C'est une innovation pour nous, Terreal, puisqu'à l'époque, quand on a décidé de partir sur ce projet, il a fallu parler on ne va pas rentrer dans le détail, mais d'ATEX, il a fallu déposer un ATEX, parce que typiquement, ce type de produit, aujourd'hui, c'est de l'émailler 4 faces, quelque chose qu'on n'avait jamais fait. Donc, il y a eu un gros travail de collaboration entre notre bureau d'études, entre le cabinet d'architectes, et après, par la suite, l'entreprise de pose. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra aussi qu'on évoque à un moment donné, parce que j'entends beaucoup parler de construction, j'entends beaucoup parler de projet, mais on ne peut pas aujourd'hui s'inscrire dans la durée, ou en tous les cas de réaliser des beaux projets, s'il n'y a pas le cabinet d'architecture qui dessine le projet, l'industriel qui a les matériaux et surtout les entreprises de pose qui réalisent les projets. Donc là, c'est un chantier, ce qu'on appelle du brise-soleil. C'est des produits de grande hauteur et c'est vrai que c'est un projet absolument magnifique. On passe au suivant. Il y a un lien entre les deux maintenant. Et voilà, ça c'est le suivant. Et c'est là le restaurant et la résidence sociale à Paris. Voilà. Je suis désolé, j'ai bêtement lu ma fiche. On était juste avant dans un bâtiment de bureau. Voilà. Et voilà. Donc là, revenons à notre restaurant et résidence sociale à Paris avec cette façade. On est sur de la terre émaillée, comment vous... Alors c'est la terre cuite, bien évidemment, qu'on appelle émaillée irisée. C'est-à-dire en fonction de l'orientation dont on va pouvoir être, en fonction de l'ensoleillement, en fonction de la luminosité, on va avoir des aspects qui vont être un petit peu différents. Donc sur ce projet, il y a 2 teintes, une teinte couleur or, bronze qu'on va dire, et une teinte couleur bleue. Ce projet est significatif pour nous, au-delà de l'aspect, parce que c'est une belle référence, mais c'est surtout une vraie collaboration. On insiste beaucoup sur ce fait-là, une collaboration entre le cabinet d'architecture et nous-mêmes, puisque le type de format de terre cuite existante, c'est quelque chose qu'on a développé avec le cabinet. Et la teinte, c'est une teinte qui n'existait pas, qu'on a développée en fonction du besoin et des attentes du cabinet d'architectes. On a fait beaucoup d'essais, on a montré, et finalement, on a abouti à ces références et qui nous aident aujourd'hui énormément. Donc c'est de l'émail irisé, c'est un petit peu une nouvelle forme des mailles, quoi.
On en vient à votre troisième bâtiment. J'en profite juste une question par rapport à ce que vous disiez à l'instant. Peut-être ça se retrouve encore dans celui-ci de bâtiment, mais vous êtes un fabricant de matériaux, comment dire, qu'on trouve dans des magasins, tout fait. C'est pas toutes vos collaborations avec des architectes qui sont faites sur mesure pour les projets, si je dis pas de bêtises. Alors bien évidemment, sur la couverture et la structure, c'est des produits standards. Sur les produits de façade, aujourd'hui dans la gamme, 50% des chantiers et des réalisations qu'on fait, c'est des produits customisés. Alors quand on dit customisés, c'est des produits qui sont hors standard, soit dans la forme, soit dans le format, soit dans la teinte. Tout simplement, aujourd'hui, il y a une évolution du marché. Je rappelle aussi que le chiffre d'affaires est croissant sur ces activités. Donc, le 50% qu'on peut indiquer peut paraître à la base faible, mais c'est énorme pour nous parce que ça veut dire que derrière, il faut qu'on ait des structures de bureaux d'études et industriels pour être en capacité d'accompagner les projets. Voilà. Ce projet, tout simplement, c'était montrer un petit peu le savoir-faire. La brique, en fait, vous parliez tout à l'heure de briques moulées-main. Là, on est dans une brique moulée-main de 49 de long. Surtout, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'en fait, l'architecte a voulu casser un petit peu les façades en faisant du décalé pour éviter d'avoir une façade qui était, je dirais, monolithe ou lisse. On a voulu montrer voilà, que c'était des choses qu'on savait faire, et surtout sur du format de briques de 49 de long. Et ça doit bien parler à votre voisin, j'imagine aussi. Voilà, toutes ces questions de la manière dont on ajuste les matériaux entre eux et de créer effectivement ce relief-là, ce qu'on retrouve à travers les modèles nature que vous nous montriez tout à l'heure, Miguel Cornero, j'imagine. En fait, pour nous, c'est essentiel de bien maîtriser les dimensions des différentes briques et vraiment jouer avec ça pour trouver les bons équilibres entre l'ornementation, l'usage et les ouvertures en fait, qui marquent la façade. Voilà. Et alors, on a beaucoup parlé de matière, de matériaux, et c'est moi qui ai amené, je crois, un petit peu la discussion dans ce sens-là, parce que, encore une fois, j'ai peut-être une réflexion un peu simpliste sur ces questions-là, mais c'est vrai que c'est vraiment la première chose qui me vient en tête au moment où je réfléchis à ce qu'on peut dire à propos d'une façade. Vous nous avez, Manuel Gautran, et vous-même, Miguel Cornero, bien fait remarquer voilà, l'oubli de la question de l'usage que je me suis empressé de rajouter tout à l'heure dans mon introduction. On peut parler aussi de la lumière. Manuel Gautran, je sais que c'est là encore un sujet évidemment qui vous tient à cœur. Alors on va avoir peut-être l'occasion d'en parler d'ailleurs dans la table ronde suivante, puisqu'on parlera des innovations en architecture, de la question low-tech contre high-tech et les ouvertures d'un bâtiment et l'apport de lumière naturelle a vraiment un rôle à jouer dans la régulation thermique des bâtiments, etc. Pour s'arrêter à la seule question de la façade, comment est-ce que vous travaillez vos façades, Manuel Gautran, à partir de ces questions de lumière? Est-ce que aujourd'hui on cherche à faire absolument rentrer un maximum de lumière dans un bâtiment, ou alors, comme vous nous le montriez avec le projet de Lyon, il s'agit aussi de mettre des brise-soleil pour ne pas avoir un éclairage trop important. Où est-ce qu'on se situe? Est-ce qu'il y a une mesure facile, ou alors c'est vraiment du cas par cas selon des données précises d'orientation peut-être? Alors déjà, c'est du cas par cas par rapport au contexte. À l'agence, chacun de nos projets, on essaye de s'inspirer vraiment du contexte géographique, climatique, dans quelle région on se situe, à quelle orientation, dans quelle orientation, et puis quel est le patrimoine historique qui nous entoure, parce que de plus en plus, on travaille dans des sites où la densité est déjà forte, et on aime bien faire en sorte que le projet vraiment rentre en interaction avec ses voisins. Donc, évidemment, la lumière, oui, ça a toujours été un sujet super important à l'agence, mais on le traite par rapport au climat, par rapport à l'usage aussi qui est à l'intérieur du bâtiment, et puis par rapport au contexte géographique immédiat. Par exemple, le projet d'Edison, on voulait qu'il soit très vitré. À côté des jardinières, on n'a quasiment que des vitrages. Mais en même temps, on est dans un site, encore une fois, très dense avec des vis-à-vis. On fait quand même du logement. Et on voulait donner de l'intimité aux usagers, aux habitants, faire en sorte qu'on puisse limiter au maximum les vues directes des riverains à l'intérieur de nos propres logements. Donc toute la végétation qu'on a installée, c'est aussi l'idée de créer un filtre solaire. Voilà, d'amener le maximum de lumière, parce que nos baies vitrées, on les veut les plus grandes possibles. Mais en même temps, une fois qu'on a cette belle lumière qui rentre, la filtrer avec des plantes assez légères, c'était vraiment l'enjeu qu'on s'est donné. Et puis sur le projet de Lyon,
Là où effectivement on est plein sud et le maître d'ouvrage voyait bien un emballage entre guillemets de la façade, on a voulu au contraire laisser les vues intactes, donc ne jamais rien apposer devant les vitrages pour garder ces vues. On n'a là aucun vis-à-vis, mais par contre, on va dire le traitement du trop-plein de soleil, on va dire, on le traite par ces balcons qui viennent de plus en plus saillants à l'endroit du pli entre les deux volumes et donc à l'endroit où on a le plus d'effet de chaleur. Donc on protège du soleil, on porte une ombre, mais on n'enlève pas de vue du tout. Ce qu'on voyait tout à l'heure, Miguel Cornero, je m'appuie encore sur vos photos, hein, et puis on a toute la liberté de s'en éloigner au fur et à mesure de nos discussions, mais ce qu'on voyait en tout cas tout à l'heure, dans les bâtiments que vous nous avez présentés, c'était beaucoup un souci aussi de créer tamiser justement la lumière, que ce soit par des briques, comment on peut dire, à claire-voie peut-être, c'est le mot Au mouchard habillé, En modé mouchard habillé, nature, voilà. voilà, tout à fait. Alors voilà, là encore un peu même question sur la lumière. Comment est-ce que vous la travaillez? J'imagine là encore qu'on est sur du cas par cas et sur en situation selon le projet. Mais comment est-ce que la façade vous aide à travailler ces questions-là de la lumière? Il y a vraiment cet intérêt d'une ambiance dans vos bâtiments? Oui, en effet, juste pour suivre les idées qui viennent d'être évoquées, il y a le confort d'été qui est très présent aujourd'hui, de plus en plus avec le changement climatique. Et on s'approche vers des périodes des chaleurs plus intenses. Du coup, cette notion des conforts d'été est très présente, surtout dans des programmes où il y a des bureaux ou des espaces qui sont occupés toute la journée. On livre en ce moment un bâtiment, un EHPAD, dont le rez-de-chaussée est occupé par des bureaux, et toute la façade du rez-de-chaussée, elle est traitée avec un mouchard habillé, parce que non seulement on est là, on est à côté de la rue et il y a une proximité des piétons, mais il y a aussi la notion d'exposition à partir du midi, l'après-midi. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment confronté à ces notions-là des chauds, privacité, et ces types de dispositifs comme le mouchard habillé nous aident à traiter ça. Oui, vous dites aujourd'hui, sous-entendu, pendant toutes ces années, on s'est beaucoup intéressé au confort d'hiver. On a beaucoup fait en sorte que nos bâtiments puissent rester bien chauds une fois qu'on a mis un chauffage pour pouvoir qu'il puisse durer toute la journée. La question avec le réchauffement des températures, c'est de se dire, nos bâtiments, il faut aussi qu'ils puissent s'aérer facilement. Et la gestion de la lumière en entrée peut aider à cela. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, je pense qu'on peut tous être un peu d'accord que la question de l'hiver, la question d'hiver, le confort d'hiver dans un bâtiment aujourd'hui, elle est gérée en fait par les châssis, par les épaisseurs d'isolants. C'est plutôt le côté chaleur qui devient aujourd'hui vraiment primordial à traiter et à bien gérer dans les grands espaces ouverts, etc. C'est pour ça que je rejoins Manuel Gautran dans son traitement avec des brise-soleil, avec des dalles qui sont prolongées pour se protéger. Donc c'est primordial. Voilà. Alors, une question peut-être qui s'adresse à tous les trois, tous autant que vous êtes. Je suis très content qu'on puisse parler de façade aujourd'hui, parce que c'est pas forcément évident de parler de façade aujourd'hui. On a des enjeux très importants dans l'architecture qui sont défendus par nos architectes d'aujourd'hui, et heureusement, notamment sur toutes ces questions environnementales, sur toutes les questions sociales, si bien qu'on a parfois un petit peu peur de parler de façade, on a un petit peu peur de revenir dans les grands gestes des années 90. Alors, comment est-ce que l'on peut associer les deux? Comment est-ce qu'on peut s'entendre entre un bâtiment qui remplit tous ses usages, qui fait attention à son empreinte carbone, mais un bâtiment qui se montre aussi, qui s'assume dans la ville? Manuel Gautran, j'ai eu l'occasion plus d'une fois de discuter de ça avec vous, et j'aime bien revenir à chaque fois à la charge avec une manière différente de poser la question. Mais voilà, la façade, c'est un peu ça représente bien cette opposition. On a aujourd'hui beaucoup d'architectes qui, presque par... on montre presque une façade sobre volontairement, j'ai l'impression, des fois, non? C'est vrai que la question Avec le micro, pardon. Ah oui, pardon. C'est vrai que parler d'une façade, ça peut être dérangeant. Mais en fait, ça n'est pas tant que ça, parce que la façade, c'est quand même l'expression de tout ce qu'on a mis à l'intérieur.
et de toute notre traduction d'un programme dans un contexte, encore une fois. Donc en fait, c'est une très bonne question. Finalement, sans vouloir revenir aux fondamentaux, mais la forme quand même, elle suit la fonction, elle doit exprimer cette fonction et puis elle doit interagir avec le climat, cette enveloppe, cette forme, interagir avec le climat, avec l'histoire du lieu, avec sa mémoire comme à Saint-Louis, ce passé industriel. Donc finalement, la façade, c'est un peu l'expression de tout. À la fois, c'est le point de contact entre tout ce qu'on a mis à l'intérieur d'un bâtiment et puis tout cet environnement extérieur. Donc, c'est peut-être un des supports les plus compliqués du projet. Et oui, je ne suis pas forcément pour l'austérité. C'est vrai que je suis même contre une écriture générique qui viendrait finalement voler la beauté d'un programme en le masquant avec une façade générique. Moi, je pense que c'est important qu'une façade et qu'une enveloppe, de manière plus générale, elle exprime son contenu. J'ai fait exprès tout à l'heure, s'agissant de Saint-Louis, de parler de balises urbaines, parce que je crois toujours que dans certains cas, dans une ville, c'est important qu'un bâtiment assure une sorte de signal dans un quartier. Je pense que les villes ont encore besoin de symboles et justement de lieux auxquels on peut s'identifier et dont on puisse être fier. Mais pour autant, on ne peut pas se permettre d'avoir des villes qui ne sont que des assemblages de symboles et de balises. Bien sûr, il ne faut pas opposer les choses. C'est vrai, mais c'est ça le danger de l'époque dans laquelle on vit, c'est qu'effectivement, on oppose les choses. C'est-à-dire, on considère que si un projet doit avoir la charge de constituer une balise urbaine, alors c'est pas bien. Mais il ne faut pas l'opposer. C'est-à-dire qu'il y a des projets dont l'enjeu doit être de se fondre dans un environnement urbain, parce que le programme ne demande pas une écriture particulière. Et puis il y a d'autres projets. Saint-Louis, c'est vraiment un exemple. Saint-Louis, c'est une ville dortoir. Je ne sais pas si vous la connaissez, j'en doute. C'est une ville qui est assez triste quand même. Et aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est que ce bâtiment, il est vécu par tous. C'est une boîte à outils qui fait en même temps salle des fêtes, salle de spectacle, salle de concert, équipement sportif. Et c'est un point de repère. Et je pense que quand on parle d'un point de repère programmatique, il faut aussi que architecturalement, il sache être à la hauteur de cette fonction programmatique vraiment qui rassemble tous les habitants de la ville. Je serais curieux, Miguel Cornero, d'avoir votre position là-dessus. Je rappelle, juste avant de vous interroger sur cette question, qu'on vous attend, vous qui êtes en train de nous regarder sur l'application ArchiLive, on attend vos questions, vos commentaires qu'on va pouvoir transmettre à nos invités. N'hésitez pas à nous solliciter. On lit évidemment toutes vos sollicitations. Miguel Cornero, je serais curieux de savoir où est-ce que vous vous placez, vous, dans cette question-là. Est-ce que vous avez l'impression de faire des bâtiments signaux, des balises, ou alors est-ce que vous vous placez plutôt parmi, je ne sais pas si on peut parler d'une génération d'architectes, en tout cas une mouvance de bâtiments très sobres? On est un peu à l'articulation des deux avec vous, non? Oui, j'ai l'impression que oui. Enfin, je m'inscris un peu dans peut-être un entre-deux. Je rejoins peut-être l'idée qu'aujourd'hui, on revient un petit peu à toute une génération des bâtiments avec l'isolation extérieure qui a été marquée par l'enduit et donc qui a généré des villes un peu abstraites. Et dont je pense que la question d'identité en fait d'un quartier est mise sur la table. C'est pour ça que je reviens un petit peu sur l'idée de l'ornementation, la qualité de l'ornementation. Je reprends un petit mot qui était... je reprends un petit peu un texte repris par Bernard Quirault dans son livre Simplifiant, qui signale que l'ornementation est l'expression de la force excédentaire de la forme. Et je pense qu'on s'inscrit là-dedans, dans le sens où on a besoin aussi de créer une force dans nos bâtiments, non seulement dans les équipements, mais aussi dans les bâtiments qui nous habitons, pour créer une entité et se sentir un peu chez soi, quoi. Comment on participe, nous, dans cette qualité
l'habitabilité de la ville, quoi, enfin voilà, du quartier. Voilà. Alors peut-être du côté de la prescription, tiens, Jean-Michel Zezierski, donc je rappelle que vous êtes de l'entreprise Terreal. Vous rencontrez, vous, les architectes, ils viennent vous voir pour vous solliciter aussi sur des nouveaux projets. Est-ce que vous sentez une évolution dans leur discussion avec vous, dans les demandes qu'ils vous formulent? Je le traduisais de manière un petit peu caricaturale, j'imagine bien, mais comment ça se retrouve très concrètement de votre côté? Assurément, il y a une énorme évolution aujourd'hui des façades, notamment. En tous les cas, je l'ai dit tout à l'heure, j'employais des mots forts, esthétique, architectural. Et je pense que c'est encore vrai aujourd'hui. La façade, c'est ce qui est visuel, c'est la signature de l'architecte. Et je vois des projets naître, je vois des projets vouloir se maintenir, tout simplement parce que le cabinet d'architecture ou l'architecte souhaite absolument préserver cet aspect-là. C'est un aspect visuel, on parle d'usage, de confort, mais c'est vrai qu'on a envie d'aller vivre dans certains bâtiments, on a envie d'y travailler, on a envie d'y rentrer. Et l'aspect visuel, c'est la première chose qu'on va voir quand on arrive sur un bâtiment. Donc c'est des aspects sur lesquels, nous, industriels, on y est sensible. C'est pour ça que la première chose, c'est écouter le besoin. On est dans une phase de découverte, écoute énormément le besoin du cabinet d'architecture et on essaie de répondre à ses attentes et de se conformer à ce qu'il attend. Parce qu'il a dessiné, il a cette vision-là. Mais on voit bien une évolution. Tout à l'heure, quand je vous ai dit 50% des produits, c'est du produit customisé, hors standard, on voit bien cette évolution. Il y a une volonté aujourd'hui d'aller vers des couleurs neutres, des couleurs différentes, des teintes contemporaines, des teintes plus soutenues. La couleur rouge ou rouge engagé de la terre cuite, c'est quelque chose qui est à bannir, elle n'existe plus, on en fait beaucoup moins. Donc voilà, il y a une volonté de faire différemment, de faire autre chose. Et je trouve que la façade, alors parce que peut-être qu'on y est très impliqué, mais en tous les cas, elle a vraiment des valeurs très importantes auprès des architectes. Et est-ce que vous, de votre position, vous avez aussi non pas un avis là-dessus, mais est-ce qu'il y a un discours qui est porté par une entreprise de matériaux de façade, ou alors est-ce que vous êtes vraiment là pour répondre à des demandes d'architectes qui sont formulées de manière peut-être très très précise D'un point de vue prescription, on a deux aspects. Il y a l'aspect où on nous sollicite, on vient nous voir pour un projet qui est bien déterminé, et puis il y a l'aspect de prospection, de prescription, de mettre en avant notre savoir-faire. On dit toujours le savoir-faire, il faut le faire savoir. L'avantage aujourd'hui de la terre cuite, pour parler de la terre cuite, mais vous parlez de la façade, c'est qu'on a une notion qu'on n'intègre pas, c'est la durabilité et la pérennité du bâtiment. Aujourd'hui, une façade, elle doit vivre dans le temps. Tout le cycle du bâtiment, elle doit vivre correctement, proprement. On doit être fier de pouvoir regarder du premier jour où on a construit, où le chantier il a été réceptionné, jusque 10 ans après, que la façade, elle est toujours cette même teneur, elle a ces mêmes avantages. Et je pense que ça, c'est important. C'est les valeurs un peu qu'on essaye de mettre en avant. Alors, sans parler Terreal, parce qu'on est là aussi pour parler de la façade, bien évidemment, c'est des valeurs. Aujourd'hui, au-delà du fait de répondre et d'écouter un petit peu le besoin, c'est de parler de la durabilité, de la pérennité du produit, la résistance aussi, parce que c'est important, on n'en parle pas aussi, mais c'est important aussi d'avoir des produits qui soient résistants, ne serait-ce que dans les soubassements pour des impacts chocs. Mais voilà, je crois le plus important, durabilité, pérennité du produit. Et alors, on a deux questions d'internautes et je vois que l'heure tourne. Alors, je vais soit les lire très très vite, soit vous proposer de choisir vos questions les uns les autres. On nous parle d'abord de la cinquième façade. Donc, ce qu'on appelle la cinquième façade dans un bâtiment, c'est la toiture. On vous demande si, voilà, c'est Francis Boissenin qui demande si la prise en compte de la cinquième façade se fait de la même manière que les autres façades. Et Ludovic Bichet qui nous parle de la mise en lumière des bâtiments. C'est vrai qu'on a parlé de lumière naturelle. Il y a aussi la question de la lumière artificielle. Et peut-être l'image que l'on voit d'ailleurs là, du projet d'Avenier Cornero montre aussi une volonté depuis l'intérieur du bâtiment, d'illuminer l'extérieur. Donc peut-être pour commencer là-dessus, Miguel Cornero. Alors voilà, en effet, je pense que l'éclairage de la ville et des bâtiments, je pense que c'est une notion qui est complètement à développer. Sur le projet de la Cage des Orteaux, c'est un bâtiment, un équipement qui est en cœur d'îlot. Et donc, cette notion-là des lumières, presque des signaux, en fait, elle était vraiment travaillée dès le départ. Et c'est ce qu'on a réussi, je pense, à faire avec ce mouchard à biais, enfin pas le mouchard à biais, mais ce motif-là qui est mis en lumière par l'éclairage des parties communes. Voilà. J'ose pas vous poser, Emmanuel Gautran, la question de la cinquième façade, alors avec le peu de temps qui nous reste.
Et le micro, pardon. Ah oui, Ouais. pardon. Et même en 20 secondes, si c'est En 20 possible. J'ai très secondes. honte de vous la poser comme Eh ça, excusez-moi. ben, la 5e façade, pour moi, c'est une façade comme les 4 premières. Voilà, il n'y a plus 4 façades. Enfin, il n'y en a jamais eu d'ailleurs que 4. Il y en a 5. Une ville a besoin de soigner sa 5e façade parce que c'est les toits qu'elle forme, c'est la silhouette et c'est une façade tout aussi importante que les 4 premières. Merci beaucoup Manuel Gautran ainsi que nos 2 autres invités, Miguel Cornero, Jean-Michel Jezierski. On se retrouve à 16h15 pour la 3e table ronde technologie ou frugalité. Quel est l'avenir de l'architecture? On retrouvera notamment les agences PCA Stream et Méandre ETC. À tout à l'heure, merci.